Bonjour Éric Frétillère, on voit les difficultés des éleveurs, on connaît aussi celles des agriculteurs, on en parle depuis plusieurs semaines à présent. C'est une sécheresse inédite qui a démarré très tôt. Quelle est la situation concrètement aujourd'hui et les conséquences à venir sur les récoltes? Bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est une période très compliquée parce que on a cumulé à la fois des canicules, des températures élevées et une absence d'eau. Alors, vous savez, la problématique de l'eau, c'est avant tout une problématique locale parce que il y a quelques zones où il y a eu des pluviométries au mois de juin qui ont permis de compenser un petit peu cette sécheresse. Mais ce qui est très inquiétant aujourd'hui, c'est les perspectives. Et vous évoquiez que je regardais le ciel, effectivement, je le fais, et je fais même la danse de la pluie, mais ça ne marche pas. Et je dois avouer que dans les 15 jours qui arrivent, qui sont une période cruciale pour les cultures, eh bien, il n'est pas du tout annoncé d'eau. Et là, la tension, on la voit un peu partout en France, hein, vous avez dû le signaler. Il y a aujourd'hui 93 départements qui subissent des restrictions d'eau et dont une bonne soixantaine ont en interdiction totale. Donc les répercussions sur le monde agricole sont absolument majeures. Mais cette problématique de tension, le monde agricole en est conscient et cette notion de partage, c'est quelque chose sur lequel il a déjà énormément travaillé puisque la profession agricole, notamment dans les zones en tension, a mis en place des organismes uniques de gestion collective pour pouvoir justement partager cette eau, sur des volumes et la répartir entre les agriculteurs. Donc il y a déjà un travail énorme qui a été fait, une prise de conscience du monde agricole. Mais ceci dit, les répercussions peuvent être dramatiques. Et puis derrière les productions agricoles, je pense que c'est très important de le rappeler, mais c'est l'alimentation des animaux, comme vous l'avez présenté dans le reportage tout à l'heure. Il y a l'abreuvement, mais il y a aussi l'alimentation, Avec le sous toutes ses problème formes. effectivement, du fourrage, comme ça a été soulevé. Éric Frétillère, vous dites que les agriculteurs font beaucoup, notamment en termes de partage de l'eau. On sait qu'il y en a aussi qui ne respectent pas les consignes qui sont données, notamment en matière d'irrigation, qui est très strictement encadrée aujourd'hui en France, notamment dans les 66 départements en crise. Le Parisien donne ce matin l'exemple d'agriculteurs qui bravent les interdits pour sauver leurs récoltes. Vous comprenez qu'ils en arrivent Alors, là aujourd'hui? écoutez, d'abord, plusieurs choses par rapport à ça. Dans la profession des agriculteurs, comme dans toutes les professions, et même peut-être chez les journalistes, il y a des bons journalistes et des moins bons journalistes, et bien il y a des agriculteurs, il y en a peut-être qui bravent la loi, c'est possible, et malheureusement, nous, on ne les soutient pas, mais je ne pense pas que ce soit représentatif, en tout cas, du monde agricole, et ça reste très, très marginalisé. Alors effectivement, il y en a sur la route qui roulent à 90 quand c'est limité à 50. Eh bien, c'est interdit, mais malheureusement, il y a une police de l'eau qui est là, qui est l'OFB pour contrôler tout ça, et il faut qu'ils sanctionnent les gens qui ne respectent pas. Mais je veux vraiment réinsister là-dessus. Je ne pense pas que ce soit représentatif de la profession agricole. Il y a tout de même, Ensuite, Éric l'enjeu, Frétillère, beaucoup de cultures aujourd'hui en France qui nécessitent énormément d'eau, et c'est le cas du maïs. On en parlait juste avant avec Anne Bringot qui nous disait il va falloir revoir sur le long terme la façon dont on a conçu les cultures en France. Est-ce qu'il va falloir à terme renoncer au maïs, renoncer à ces secteurs très gourmands en eau qui nécessitent énormément d'irrigation? Est-ce qu'il faut se préparer à cela dès maintenant et est-ce que vous le faites? Alors, se préparer à ça, si vous voulez, lorsque on est agriculteur, on ne change pas de modèle agricole comme une usine peut changer de production, d'outils de production. Si on produit du maïs en France, c'est que derrière, eh bien, il y a des besoins en alimentation animale qui sont nécessaires. Derrière chaque agriculteur qui produit, eh bien, il y a une filière. Derrière les filières, il y a un territoire. Ça, ce n'est pas un seul agriculteur, ce n'est pas un agriculteur qui prend une décision comme ça du jour au lendemain de changer. Et puis après, l'aspect de la consommation en eau du maïs, effectivement, le maïs consomme de l'eau à une période où il n'y en a pas, donc il faut la gérer. On sait qu'en France, on ne manque pas d'eau, donc je pense qu'il y a aussi d'autres solutions à mettre en place pour pouvoir gérer ce volume d'eau et le mettre à disposition. Alors, c'est là que je Après, vais faire intervenir on Vasken Andréassian. Restez avec nous, hein, Éric Frétillère. Alors, bon, deux oui, oui, points. bien sûr, il n'y a C'est pas que de la problème. France ne manque pas d'eau, nous dit effectivement cet agriculteur, président d'Irrigue en France. Alors, vous allez nous dire si c'est le cas ou pas. Et deuxièmement, sur les solutions, les autres solutions qu'on peut mettre en œuvre, il y a des désaccords qui existent et qui sont profonds sur la question, justement.
Oui. Quand on dit que la France ne manque pas d'eau, c'est vrai. La France, c'est un château d'eau. On dit que la France, par exemple, en termes de ressources, elle a 2 fois les ressources de l'Espagne, qui est un autre très grand pays. Donc c'est gigantesque, les quantités d'eau qui circulent en France. Par contre, les sécheresses sont là, elles sont de plus en plus accentuées. Et ce que les climatologues prévoient, c'est un climat plus binaire, avec des sécheresses plus longues, mais aussi des pluies plus importantes en hiver. D'où, là où la nature n'est pas là pour stocker d'elle-même l'eau, l'idée qu'on pourrait stocker de l'eau en hiver pour la réutiliser en été. Donc ça, c'est quelque chose déjà qu'on peut imaginer sans faire tirer un trait sur les autres solutions. Réduire la consommation de viande, tout ça, à mon avis, à long terme, c'est très important puisque la population mondiale va continuer à croître et donc les problèmes d'alimentation vont continuer. Oui, tout va de pair. Mais sur ce tout va de pair. Mais alors les ensuite, réserves d'eau notamment, voilà. Comment conserver l'eau de pluie qui tombe en hiver? Donc, comment conserver l'eau de pluie? On peut gérer les sols un peu mieux et gagner une dizaine de millimètres. Mais si on veut vraiment garder beaucoup d'eau, il faut être capable de construire un barrage réservoir. Les barrages réservoirs, ça fait 30 ans qu'on n'en a pas construit en France. Les grands barrages réservoirs. Je pense que le dernier mis en eau, c'est sur l'Aube en 90. Et donc, si aujourd'hui l'agglomération parisienne n'a pas de problème d'eau, c'est bien parce qu'il y a des grands barrages réservoirs qui, en plus des capacités des nappes aquifères, viennent alimenter la Seine et permettre les pompages des stations de potabilisation. Aujourd'hui, dans l'eau de la Seine qui coule devant TF1, devant LCI, eh bien, il y a peut-être 50 à 70% d'eau qui est déstockée d'un barrage réservoir. D'accord, donc ça, qui on est peut géré. le faire ailleurs en France et ça pourrait servir à alimenter l'agriculture en eau pendant l'été. Alors, on peut le faire dans beaucoup d'endroits. Ça a un coût, il faut savoir, ça a un coût écologique. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a un débat important. Ce n'est pas la seule solution et ça a un coût écologique. Le problème ensuite, c'est de faire un compromis entre une protection de l'environnement et une production agricole. Le coût écologique, c'est quoi? C'est la bétonisation? Non, le coût écologique, en fait, c'est que dès lors que vous avez un cours d'eau et que vous construisez un obstacle, en fait, les espèces, alors notamment les espèces migratrices, alors on parle toujours du saumon, c'est vrai, il n'y a plus beaucoup de saumon en France, ce serait bien qu'il y en ait plus, mais par exemple, les espèces migratrices ne peuvent plus remonter. Donc, et puis, il y a d'autres problèmes de sédiments, etc. Oui, mais je pense que ce que disait monsieur est très important, c'est qu'on ne va pas changer le système agricole du jour au lendemain. Ouais. On ne va pas changer de culture, on ne va pas changer l'élevage en claquant des doigts. Donc ce qui est très important au départ, c'est de savoir vers où on veut aller. Et on sait que si on veut respecter nos objectifs climatiques, il va falloir diviser par 2 la consommation de viande. Donc réduire fortement le cheptel en France est un sujet délicat. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'élevage, on aura des élevages plus extensif, peut-être moins industriel. Revenir à un mode de vie tel qu'on a pu le connaître par le passé. Oui. Et quand on regarde ce modèle vers lequel on va aller, quelle alimentation pour ce bétail, quel type de production pour l'alimentation humaine dans des conditions climatiques qui vont changer, eh bien, quand on regarde ça, on doit regarder après, effectivement, est-ce qu'on a besoin d'eau? Mais ne commençons pas à dire on va essayer de mettre des réserves d'eau partout et de préserver le modèle agricole tel qu'il est autant que possible. Il faut commencer à se préparer à un changement exactement, sinon on va se retrouver au pied du mur. Donc allons vraiment dans la direction d'une agriculture plus résistante au changement climatique et qui réduit aussi son impact sur le changement climatique. Alors, Éric Frétillère, votre réaction à ce qui vient de se dire en plateau, c'est intéressant. Oui, on a les moyens, on a des possibilités de conserver l'eau. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces moyens-là qui ont été évoqués? Et puis, sur le changement global de modèle, effectivement, ne construisons pas des réserves partout pour un modèle qui ne peut pas être continué sur le long terme. Tout à fait. Donc, juste rappeler ce qui vient d'être dit d'ailleurs, c'est que au niveau de l'abondance en eau, la France est le 2e pays européen, derrière la Norvège. Et ça, c'est important de le souligner parce qu'on a de l'eau, ça a été dit par monsieur Andréassian tout à l'heure. Lorsqu'on regarde l'utilisation de cette abondance en eau, on se trouve quasiment dans les derniers pays européens. On est bien loin de tous ces pays qui sont l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Nous, Irrigants de France, on est structurés au niveau européen. Là, le gros intérêt, c'est de regarder les options que prennent ces pays-là, Espagne, Italie, Portugal, qui ont le climat qu'on va avoir demain, et de regarder ce qu'ils font de bien et de pas bien.
Donc ça a été évoqué, le stockage de l'eau, bien entendu, c'est une évidence. Lorsqu'on a des excès dans les périodes hivernales avec des inondations et des sécheresses en été, il va falloir avoir une politique de stockage de l'eau. C'est ce qui a été mis en place dans le Varenne et il va falloir le mettre en application maintenant. Mais bien entendu, et ça n'a jamais été la position du monde agricole, il n'est pas question de faire des réserves d'eau partout, n'importe comment et n'importe où. La problématique de l'eau, je l'ai dit en amont parce que c'est un des éléments qui est absolument majeur dans la gestion de l'eau et à laquelle, moi, en tant que président d'Irrigants de France, je suis confronté et qui est complexe, c'est que la problématique de l'eau est une problématique locale. Elle est locale, on l'imagine bien, elle n'est pas du tout la même entre la Bretagne et le sud-est de la France, mais même au sein d'un même département, il y a des divergences entre le nord et le sud. Donc, le stockage de l'eau, il est vraiment à réfléchir et à adapter en fonction des projets. Avec, ça peut être de la petite hydraulique, ça peut être, comme ça a été évoqué, des plus grands barrages. Je pense qu'il ne faut rien s'interdire, il faut tout étudier et c'est un des enjeux bien sûr absolument majeurs et qu'on souhaite mettre en place et le Varenne de l'eau a été un des outils qui j'espère va nous permettre à avancer là-dessus. On a Après, le dernier... un été historique en termes de sécheresse, Karine Fauvet. On est vraiment dans une situation qu'on n'avait pas connue depuis en tout cas 1976, c'est ce qu'on dit, avec cette nuance qu'aujourd'hui on se pose cette question, cette problématique du réchauffement climatique et des conséquences sur le long terme. On a basculé dans un monde inconnu, disent même certains. Qu'est-ce qui fait dire ça aujourd'hui? Alors, monde inconnu, j'ai envie de dire, il pleut. On a des périodes sans pluie. On a des périodes avec des pluies intenses. C'est pas qu'il ne pleut moins, c'est qu'il pleut différemment. Il faut savoir qu'il pleut autant sur la planète que depuis des siècles. Il pleut chaque seconde. La Terre, le continent, reçoit l'équivalent d'une piscine olympique. Ça représente 110 milliards de litres de pluie et de neige. Voilà. Sauf que effectivement, de par le changement des positions, des systèmes dépressionnaires anticyclones, des flux qui changent, ces modèles favorisent donc des phénomènes extrêmes. Il est vrai que l'hiver, on va avoir des pluies plus intenses, l'été, des périodes caniculaires sans pluie plus longues, plus précoces. Donc c'est une adaptation, mais la pluie, elle est là. De toute façon, l'eau qui nous manque, elle ne vient que du ciel. Donc on a bien beau envisager des mesures pour se restreindre à court terme, mais la pluie, elle ne vient que du ciel. Donc il faut envisager, anticiper, récupérer la pluie quand elle va tomber en prévision de ces phénomènes caniculaires qui vont évidemment s'intensifier, se multiplier. Voilà. Éric Frétillère, on entend ce que nous dit Karine effectivement sur cette eau. Sans l'eau qui tombe du ciel, effectivement, plus d'agriculture. On peut pomper les nappes phréatiques, mais si elles ne se renouvellent pas, ça devient compliqué. Et c'est le cas cet été. Déjà, dès à présent, je vous posais la question des conséquences. On a déjà des récoltes qui sont perdues. On a déjà des agriculteurs qui font face à des situations déjà de quasi-calamité naturelle. Tout à fait. Alors, le monde agricole est d'une grande fragilité parce que si on fait l'historique de cette année 2022, c'est absolument catastrophique. On a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, des gelées tardives au mois d'avril. On a eu des épisodes de grêle absolument dramatiques qui ont touché au mois de juin la France. On subit 3 canicules et une sécheresse. Donc, vous imaginez bien que le monde agricole souffre énormément. Et cette absence d'eau et cette sécheresse, elle est dramatique parce que l'eau, c'est la vie. Vous ne pouvez pas produire sans eau. S'il n'y a pas d'eau, à un moment sur une culture, il n'y a pas de production. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toutes les productions, quelles qu'elles soient, qui sont en sec, je pense surtout aux grandes cultures qui ne sont pas irriguées, eh bien, les rendements vont être dramatiquement bas. Mais lesquels, par exemple? Donnez-nous quelques exemples, Éric Frétillère. Qu'est-ce qu'il souffre le plus là, cet été du manque d'eau? Qu'est-ce qui va devoir être récolté plus tôt? Ou le rendement sera moins bon? Vous savez, l'ensemble des productions, que ce soit l'arboriculture, le maraîchage, les grandes cultures, le maïs a été évoqué, mais même le blé précédemment, ont besoin d'eau. Donc, quand il n'y en a pas, toutes ces cultures souffrent. Effectivement, là, on est en période, le maïs est en fin de fécondation, c'est une période très sensible, et ceux qui n'ont pas d'eau, les rendements seront catastrophiques.
Moi, à titre personnel, j'ai la chance de stocker mon eau, d'avoir une retenue collinaire où je retiens mon eau en hiver. Je ne suis pas soumis aux restrictions et j'ai la chance de pouvoir continuer à irriguer. Et c'est pour ça que ce modèle me semble important. Mais effectivement, aujourd'hui, les productions agricoles, toute l'arboriculture, même la viticulture, je suis dans un secteur proche de la viticulture, les viticulteurs souffrent énormément, les vignes souffrent et cela va avoir des répercussions, c'est certain. Mmh. Éric Frétillère, vous parliez de ces événements climatiques catastrophiques qui ont frappé les agriculteurs, notamment au printemps, on s'en souvient effectivement. On a eu de nouveaux épisodes très impressionnants. Karine, c'était hier, alors vous pouvez peut-être nous commenter ces images. C'était dans le Cantal, qu'est-ce qui s'est passé Oui, on a eu l'équivalent d'un mois de précipitation à 1 heure. Alors effectivement, c'est toujours impressionnant, ce n'est pas exceptionnel. Heureusement, ça a été une cellule stationnaire relativement brève, mais c'est assez précoce quand même, puisque ce sont plutôt des orages que l'on a en fin d'été, comme on dit après le 15 août. Mais tous ces phénomènes extrêmes sont de plus en plus précoces. Donc, rien d'exceptionnel, mais effectivement, c'est toujours assez inquiétant et puis dévastateur. Mais on ne s'y attend pas vraiment. On sait en tout cas, Anne Bringot, que le réchauffement climatique va passer aussi par là, même si effectivement on a déjà connu des épisodes de grêle par le passé. On a une multiplication des phénomènes extrêmes, ça c'est indéniable. Tout à fait. Tout était déjà écrit dans les rapports du GIEC depuis de nombreuses années. On sait qu'on va avoir davantage de canicules, de sécheresse, mais aussi des inondations plus fortes, et ça l'a été dit. Donc tous ces systèmes, on rentre en partie dans l'inconnu, mais en fait cet inconnu, il était déjà beaucoup décrit. Là où on risque de rentrer dans l'inconnu, c'est si on dépasse un certain niveau de réchauffement des températures, ou par exemple on pourrait avoir la fonte du permafrost, ce sont des terres gelées au nord, près du pôle Nord. Si ces terres gelées, elles dégèlent, en fait, comme il y a des matières organiques en décomposition, ça va émettre du méthane. Le méthane, c'est un puissant gaz à effet de serre, donc ça va encore accélérer le réchauffement climatique. Et c'est là l'inconnu, c'est si on dépasse, là on est à peu près à 1 degré de réchauffement global, si on arrive à 2 degrés, ou au-delà, est-ce qu'il n'y a pas des boucles finalement qui vont faire que ça va s'accélérer encore? Et là, on est dans un monde clairement inconnu où je pense que personne ne souhaite aller. Donc il y a vraiment urgence à changer nos modes de production et de consommation. C'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour d'autres domaines, la mobilité, le bâtiment qu'il faut vraiment rénover, isoler. Ça sera bien pour les canicules, ça sera bien pour consommer moins de chauffage l'hiver. Donc il y a tous ces secteurs vraiment à transformer, également l'industrie lourde, la production d'acier, de ciment. Tous ces secteurs vont devoir revoir complètement leur process, et c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas encore complètement sur la table, et on attend vraiment notamment des politiques une prise de conscience que cet été soit un électrochoc pour vraiment mettre la protection du climat en haut de l'agenda politique. Éric Frétillère, c'est un électrochoc cet été, aujourd'hui, dans la profession, chez les agriculteurs? C'est un électrochoc. Vous savez, le monde agricole est très fragile. Il est d'une grande fragilité à la fois économiquement, mais à la fois socialement et sociétalement, parce que tous ces incidents se cumulent, vous venez de les évoquer, et ça amène une réflexion par rapport au monde agricole qui est la réflexion de l'assurance. Il faut impérativement protéger le monde agricole face à tous ces aléas. On ne peut pas laisser un agriculteur sur le carreau qui voit perdre sa récolte en quelques minutes pour de la grêle, sa production se dessécher à cause du manque d'eau. L'eau, on l'a dit tout à l'heure, c'est un des éléments indispensables, donc il faut donner l'accès à l'eau aux agriculteurs. C'est une des meilleures assurances récoltes qui existent, mais il faut les protéger aussi d'un point de vue assurantiel, que tout le monde puisse être protégé par rapport à ça. Donc ça, c'est les éléments qui sont tout à fait indispensables. Et puis, rappelez que l'agriculture, il y a une volonté aujourd'hui de préserver notre souveraineté alimentaire, de limiter nos importations. On l'a vu tout à l'heure, on a de l'eau en France, on a tous les outils qui nous permettent de produire, on a une quantité de filières et de variétés, de diversité d'agriculture qu'il faut impérativement préserver. On a tous les outils pour répondre à ces enjeux de demain, mais il faut à la fois protéger l'agriculture et puis surtout lui donner les moyens de produire. Et pour répondre à tous ces enjeux, il n'y a pas une seule solution, c'est un ensemble de solutions.
mais il ne faut rien s'interdire. Je pense, on a évoqué l'eau, mais il y a aussi la génétique. Il faut parler de la génétique, l'évolution des plantes. Il y a énormément de recherches aujourd'hui qui se fait sur le travail du sol, sur les plantes. Il faut développer absolument tous ces accès-là pour permettre de pouvoir donner les moyens à la France de relancer son agriculture et de pouvoir nous nourrir. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on importe des aliments, ce qui est le cas aujourd'hui, et on était sur une orientation de plus en plus au niveau de l'importation, on importe souvent des produits qui sont produits dans des pays qui ont des ressources en eau encore plus compliquées que la nôtre. Bien sûr, c'est le cas de l'Espagne. On trouve tellement de fruits ne serait-ce que espagnols et légumes. l'Espagne, toute la partie d'Afrique du Nord, etc. Donc, il faut vraiment réfléchir à tout ça à l'échelle environnementale et des enjeux que ça représente. Et il faut donner surtout les moyens à l'agriculture de pouvoir produire. Il faut en fait un schéma de l'agriculture dès Il ne faut pas maintenant. oublier que la France, certes, importe des produits agricoles, mais exporte aussi. Sur le maïs, n'oublions pas que la France est exportatrice. Oui, il va où ce maïs? Il va en Europe de l'Est pour nourrir du bétail, c'est ce qu'on dit souvent. Je n'ai pas la destination précise de ce maïs, mais en tout cas, ça veut dire qu'effectivement, on produit avec l'eau. On produit sur nos sols et avec les difficultés qu'on vient de décrire, un produit qui effectivement n'est pas destiné au marché français. Ça fait partie aussi de ce qu'il faut revoir, Éric Frétillère. Enfin, vous pouvez peut-être corriger ce que l'on dit, vous en savez plus que nous. Alors, oui, tout à fait. Alors, effectivement, le maïs, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que l'Europe est le premier importateur mondial de maïs. Il était en 2021, aujourd'hui c'est la Chine qui est passée en premier, mais l'Europe est le deuxième importateur de maïs en 2021. Ce qui veut dire que le maïs qu'exporte la France aujourd'hui, il est à destination de l'Europe, essentiellement l'Espagne et le Benelux. Donc, si vous voulez, si on raisonne à l'échelle européenne, et on voit, suite à la dramatique guerre en Ukraine aujourd'hui, avec les problématiques d'exportation qu'il y a et des enjeux mondiaux, toute la pertinence que la France puisse être exportatrice pour pouvoir répondre aux enjeux mondiaux et géopolitiques que cela pose, parce que si on n'alimente pas des pays du tiers-monde, eh bien, on va aller vers des déplacements de population qui sont liés à des problèmes alimentaires. Merci beaucoup, Éric Frétillère. On vous remercie infiniment du temps que vous nous avez consacré ce matin, Karine Fauvet.